Alain Bomboko est né à Kinshasa en 1964. Il a grandi et étudié en Belgique. Il est diplômé ingénieur commercial de l'école de commerce Solvay, l'université libre de Bruxelles. Il part ensuite, après ses études, travailler aux États-Unis dans la finance. Pourtant, un beau matin, il quitte son travail, construit un bateau et s'en va naviguer sur le fleuve Congo. Il va vivre sa grande passion. L'université de Liège, qui a eu vent de ce voyage, se joint à lui pour des expériences scientifiques. Cette aventure, il nous la révèle dans son livre autobiographique écrit en 2018, Dernière nouvelle du fleuve, paru à la maison d'édition Samsa. Un livre dans lequel, tout en nous invitant à ses côtés dans la navigation sur le fleuve Congo, il évoque sa vie en Belgique, sa vie au Congo, ses passions et un peu de sa folie. Alain Bomboko revendique sa double culture en menant une vie entre le Congo et la Belgique. Il est aujourd'hui dans l'écriture d'un second livre. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Merci José Babita pour cette présentation de notre première invité qui est Alain Bomboko, et bienvenue à tous dans l'émission Mikanda, une émission littéraire de la diaspora congolaise, un partenariat entre Radio Beauté et l'association Bokutani. Bonjour, Alain Bomboko. Bonjour. Voilà, à la lecture de cette chronique, de cette biographie, moi la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi quitter ces États-Unis, pourquoi quitter ce job pour écrire? Est-ce que c'est l'attrait du voyage? Est-ce que c'est l'attrait de l'écriture? Comment ça s'est passé en fait dans votre esprit? Ça m'intrigue. Aller aux États-Unis, c'était un rêve et c'était une continuité logique par rapport à mes études d'ingénieur commercial, donc que la plupart de mes condisciples ont fait et font pour intégrer la finance. Parce que bon, c'est ce qu'on étudie essentiellement à Solvay, surtout dans les dernières années. Donc je suis allé aux États-Unis pour réaliser mon rêve. Je suis arrivé là-bas les premiers mois, disons les 6 premières semaines, j'ai adoré. C'était le rêve absolu. J'allais à Broadway voir des spectacles, je travaillais, tout était parfait. Alors il y a eu un sentiment bizarre qui m'a pris un moment. J'ai senti un grand mal-être à New York. D'autres personnes comme moi ont senti ça aussi. Après un certain temps de séjour, l'explication est difficile à trouver. Est-ce que mon esprit était submergé par ces gratte-ciels, ces buildings? Pour vous donner un exemple, je travaillais à la banque, j'étais au 56e étage, et je n'étais pas au sommet de l'immeuble. Hein. Tout ce béton, ce manque de verdure à part Central Park. Il y a beaucoup d'éléments, je pense, psychologiques qui ont dû jouer. Le fait que les rapports ils sont très expressifs, expansifs à la première rencontre à New York. Ah, comment tu vas? How are you? Etc. Et très vite, on se rend compte que c'est superficiel. À la banque, jamais personne ne m'a invité chez lui à prendre un verre ou quoi. Donc, tous ces éléments ont contribué à une forme de mal-être qui fait que j'ai eu envie de quitter cette ville, que j'avais beaucoup aimée au départ. Et j'ai pas eu un bon contact avec la finance non plus. À la banque, mon métier se résumait à quoi? J'avais des classeurs avec la liste de plusieurs sociétés. Et j'examinais essentiellement leur liquidité. Donc, ce qui montre bien que pour une banque, ce qui compte, c'est le cash des entreprises. Donc j'avais des tas de ratios de liquidité que je devais vérifier, valider et faire un petit commentaire, et je donnais ça à mon directeur. Alors j'avalais des dizaines de classeurs par semaine, donc vous pouvez comprendre qu'après quelques mois, j'en ai eu marre. Oui, c'est ça. C'est le ras-le-bol finalement qui a fait que j'ai un besoin d'évasion et de faire autre chose, d'avoir aussi une prise par rapport aux décisions que je prends.
mais pas me limiter à des analyses, au calcul des mêmes ratios, des mêmes rapports à remettre. Et donc alors, départ quasiment sur, je ne vais pas dire sur un coup de tête, vu ce que vous venez d'expliquer, ça c'est petit à petit, on a senti ce mal-être, on va dire. Mais donc, quasiment du jour au lendemain, vous avez dit, bon, c'est plus pour moi. Et pourquoi avoir fait ce choix, finalement, de partir premièrement au Congo? Pourquoi le fleuve? Et est-ce que c'était d'abord, dans un premier temps, plus une envie de voyager ou d'écrire, ou comment ça s'est passé? Pourquoi d'ailleurs, dans un premier temps, le choix de la destination? Pourquoi le fleuve? Bon, d'abord, donc, je rentre dans mon pays, hein, j'en parle à ma famille, je leur explique mon besoin de quitter New York et de rentrer à Kinshasa. Ils ont pris du temps à comprendre, ils ont fini par me comprendre. Oui, je demande ça parce que vous avez passé une bonne partie de votre vie ici, donc ça aurait pu être un retour ici. C'est pour ça que je demande spécifiquement le Congo. Au Congo, j'avais plus de possibilités, plus de perspectives. Et je ne suis pas allé travailler très loin. Mes parents, mon père en particulier, a demandé que je travaille pour lui dans une de ses grandes entreprises d'import-export. J'ai commencé à travailler pour lui, là aussi j'étais très bien, j'étais bien payé. Mais il y a quelque chose qui m'a ennuyé aussi par rapport à ce nouveau travail. C'est que là, moi qui voulais peser sur les événements, j'étais conscient que je n'avais aucun pouvoir. Voilà, c'était un peu le même schéma qui se répétait. Il n'arrêtait pas de me dire que c'était moi qui dirigeais, que je devais m'occuper de tout, que j'étais un ingénieur commercial. Mais quand on se rencontrait pour parler de l'entreprise, là, il me faisait clairement comprendre que je devais faire ce que lui voulait que je fasse. Et à ce moment-là, je me suis encore posé beaucoup de questions. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, à côté de ce travail qui me rémunère bien, commencer à m'intéresser à ce que j'aime le plus, à ma grande passion qui est le fleuve Congo. Alors, j'ai commencé petit à petit, avec l'argent que je gagnais, à construire mon premier bateau et à évoluer petit à petit dans le domaine du fleuve pendant que je travaillais pour la société familiale. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais ma grande passion pour le fleuve remonte à mon plus jeune âge. Quand nous allions visiter le fleuve en famille, j'étais sous le charme et impressionné par cette puissance qui se dégageait. Nous étions au Poul Malebo qui a 25 km de large au maximum, ou bien nous allions, ce qu'on appelle, les Quinois peuvent connaître ça, quoique pour le moment c'est plus visité, on appelait ça le mont Stanley, près du mont Ngaliema. Il y a la statue de Stanley. Et on voyait Brazzaville de l'autre côté, loin de l'autre côté, parce qu'à cet endroit, le fleuve a 12 km de largeur. Et je regardais cette beauté, cette puissance, ces eaux qui s'écoulent comme ça, avec les jacinthes d'eau qui surnagent. Et toute une série de légendes déjà dont on nous parlait par rapport aux jacinthes d'eau et au mythe de Mami Wata par rapport au fleuve. Et très jeune, j'ai été fasciné par le fleuve. Ok, donc c'était quasiment naturel de retourner vers ça. Et finalement, donc, de ce que je comprends, c'était non seulement un retour aux sources, mais peut-être aussi une volonté d'indépendance, finalement, en partant faire votre propre projet, partir en construisant le bateau, c'est génial. Et c'est de finalement prendre... quand je dis indépendance, c'est que là où vous disiez, oh, bah voilà, c'était pas moi qui faisais les choix, là vous pouviez prendre le lead et faire ce que vous aviez envie. Exactement, j'ai eu cette intuition de faire ce que je voulais et d'être mon propre entrepreneur. Et j'ai bien fait d'avoir cette intuition parce qu'à un moment donné, après plusieurs années de collaboration dans la société familiale, un jour on m'a très clairement fait comprendre que je devrais commencer à faire mes affaires par moi-même.
Et ça aurait pu pas très bien se passer, parce que bon là, je gagnais bien ma vie, j'aurais pu, et j'aurais à ce moment-là dû faire en sorte pour retrouver un nouveau boulot, chercher du travail. Mais là, ça s'est bien passé parce que j'étais déjà actif dans un domaine et je commençais déjà à me faire connaître dans tout ce qui concerne le fleuve. J'avais déjà construit 2 bateaux au moment où je me suis séparé des entreprises familiales. Et donc j'étais prêt pour continuer l'aventure tout seul. Ok. Et donc là, vous partez, il y a cette équipe belge qui se joint à vous, et c'est sur le fleuve, parce que je voudrais en revenir à la littérature, hein, qui est un des objectifs donc, de cette émission. Donc vous êtes sur le fleuve, et c'est à ce moment-là que vous décidez, de par la beauté de ce que vous voyez, de commencer à écrire, ou qu'est-ce qui justifie le fait que soudainement, puisque vous avez une carrière financière, que vous commenciez à écrire Ok, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand mon 2e bateau a été construit et terminé, donc la chance ou la coïncidence a voulu que l'université de Liège me contacte pour faire toute une série de recherches sur le fleuve Congo. Donc on a fait 3 projets, 2 sur le fleuve et 1 sur la rivière Kassai. C'est chaque fois 3 semaines de voyage, avec énormément d'arrêts. Tous les 50 km, on s'arrête pour qu'ils puissent faire des prélèvements. Et à tous les affluents, on rentrait pour aussi faire des prélèvements. Moi, j'étais à bord, je ne faisais pas de recherche scientifique, évidemment. La question, c'était de savoir être à bord pour faire quoi. Alors, je me suis mis à écrire. Donc, moi, je passais mes journées à écrire. À écrire ce que je voyais, ce que je mangeais, ce qui se passait. Donc, j'ai pris énormément de notes. Et pour en faire une histoire accessible à tout le monde et agréable, j'ai romancé tout ce que j'ai pu prendre comme notes. Écrire, est-ce que vous avez un parcours, est-ce que vous avez des inspirations dans votre famille, dans ce que vous avez lu, que vous avez utilisé pour écrire ce livre? Quel est votre rapport à la littérature? Pendant mes humanités, j'ai fait latin mathématiques. Donc j'ai cette base latine et il y avait beaucoup de traductions en latin qu'on faisait, l'Énéide et de Virgile, etc. Donc il y a tout ce côté narration. Mais j'ai mon vrai coup de cœur par rapport à la littérature, c'est aussi quand j'étais tout gamin, tout petit. Je m'en rappellerai toujours. J'étais en 6e primaire au collège Saint-Henri de Comines, près de la frontière française. Et je me rappellerai toujours des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet et l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Et dans la littérature, on va dire congolaise ou africaine, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué, peut-être des rencontres aussi? J'ai essayé de lire pas mal d'auteurs congolais. Et il se fait que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans certains textes congolais. Pourquoi? Parce que j'estime que dans tout ce que j'ai eu en main comme livre, il y a pléthore de détails par rapport à l'histoire. Et donc ça me permet pas de rentrer dans le livre, ça me déconcentre et j'arrive plus à continuer. Et j'ai ce même problème quand je vis à Kinshasa avec mes collaborateurs. Quand je leur propose une mission et qu'ils rentrent de mission, ils commencent toujours par me raconter des détails. Je suis allé là, on m'a fait attendre là, ensuite je suis rentré. Mais il y a aussi dans la littérature congolaise beaucoup de poètes. Je ne demande que ça à découvrir. Bon, c'est une déformation de ma formation de latin mathématique, ensuite ingénieur commercial. Donc nous avons quand même une part de scientifique, physique, chimie, à part la... Oui, c'est assez factuel et très, voilà, très donc, bref, concis. Et je suis assez fort en mathématiques aussi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que le point A amène au point B, qui amène au point C? C'est peut-être une déformation aussi qui vient de là. Mais quand c'est des méandres, je ne vois pas très bien où on veut en venir. Je décroche assez vite.
sans doute à tort, parce qu'il y a des histoires qui s'installent aussi très progressivement dans le livre. Donc il faudrait que je fasse cet effort. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs des concours littéraires ou des prix littéraires auxquels vous souhaiteriez concourir, et ou de manière générale, quels seraient par exemple aussi les conseils que vous auriez à donner, que ce soit aux auteurs, que ce soit pour la promotion de la littérature congolaise. Un des premiers, un des seuls auteurs que j'ai vraiment énormément apprécié, figurez-vous, c'est votre maman. Ah. Donc j'ai lu son texte. Lilia Bongui, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'était très fluide, c'était très captivant dès les premières lignes. C'est une personne qui est venue tôt en Belgique, donc qui a un parcours qui ressemble relativement au mien. Cela pourrait peut-être expliquer cela. Donc on est, voilà, c'est ça. En termes culturels ou psychologiques ou psychiques, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, ou même spirituels, ouais. On est dans la même démarche. Parce qu'on a eu des parcours qui se ressemblent. On est passé par l'école primaire en Belgique, par l'école secondaire. On a acquis une culture ici en Belgique qui se mélange à notre culture d'origine. Et cela transparaît sans doute dans notre manière d'écrire. Alors quand votre maman écrit, moi je me sens tout à fait à l'aise. Bon, maintenant, ceux qui sont restés au Congo, avec le parcours qu'ils ont eu, avec les professeurs, l'enseignement qu'ils ont eu, sans doute ont-ils une façon d'aborder les choses, les sujets, les thématiques, qui sont peut-être en décalage par rapport à ce que nous on a eu. Oui, c'est tout à fait, c'est culturel, ça c'est clair. Je pense que la manière de penser et d'écrire de personnes finalement à culture mixte, de personnes africaines, européennes, asiatiques, va effectivement influencer la manière dont on écrit, donc ça me paraît logique. Je voudrais terminer en vous proposant, ici on a toute une série de livres, puisque vous disiez ne pas bien connaître peut-être la littérature congolaise. Moi j'aurais tendance à vous, sur base de ce que vous m'avez dit, à peut-être aller vers de la poésie. Bon, je vais, sous ton conseil, choisir ça. Ok. Mais tu m'as quand même posé un piège parce que tu m'as dit que je pouvais choisir tous les livres qui sont ici. Oui. Mais tu ne m'as pas dit que je choisisse tous les livres, sauf le mien, évidemment. Oui. Non, mais lui, tout au long de l'émission, reste ici afin qu'on puisse le voir. Mais si vous voulez prendre le vôtre, pourquoi pas? Je vais quand même choisir celui-ci. Ok, super. Juste bien montrer donc, le Bictari de Yolande Elébé Mandembo, donc un recueil de poèmes. Vraiment, le dernier mot de la fin, un mot peut-être en lingala ou pour ceux qui nous regardent, pour clôturer cette première conversation. Nakoloba boye, na sepeli mingi na émission oyo, ndenge ba interviewé nga na mama na biso, mama moko, comme on a eu moko. Na sepeli pe nazo encourager bino botanga ba vérité eza mingi na kati ya ba livre, donc ba vérité bombami mingi na ba livre bokende bo découvrir makambo nyonso eza na ba mikanda. Merci beaucoup à la Bomboko. Au revoir.